Bon, bah, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Morning Coach. Ce matin, on va aborder la thématique de la motivation sous trois aspects. Un aspect peut-être un petit peu théorique avec Alexis Simon, qui est notre responsable du centre de formation régional et qui par ailleurs est formé sur un DU de préparateur physique. Et puis, donc, il nous fera une petite approche théorique rapide avec aussi la possibilité de se tester pour mieux se connaître et mieux agir, mieux connaître sa motivation. Donc, il va vous partager ça tout à l'heure. Et puis, les participants du jour pourront tester leur motivation, je crois. C'est On ça. pourra essayer en live. Ouais. On aura également comme intervenant ce matin Pierre Vienne, qui est entraîneur au GGHB Le Havre, notamment sur les masculins, et qui nous fera part de ses stratégies pour gérer la motivation à la fois à l'entraînement et puis en compétition. Et puis enfin, on aura aussi Noémie Terrac, qui est entraîneur sur le club de la Fraternelle à Louviers et qui, elle, nous fera part des stratégies qu'elle a développées sur son club pour garder la motivation dans le contexte de la crise sanitaire et sur les projections éventuelles sur la saison à venir. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite avec Alexis. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner, selon toi, ta définition de la motivation? Comment tu l'envisages? Effectivement, alors la motivation, globalement, c'est l'aspect qui va pouvoir expliquer euh, une action, l'intensité de l'action et surtout le choix, la sélection de l'action à réaliser. C'est une définition un peu générale qu'on peut donner de la motivation. Et donc, voilà par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si j'avais prévu un diaporama, hein, si vous souhaitez que je vous le présente, à moins que tu aies des questions et on défile comme ça. Mais Bah, si tu veux présenter ton diapo, tu peux. On va peut-être pouvoir poser des questions en lien avec ça. ça vous permettra au moins de suivre Oui. cette manière-là. Bon, du coup, je vais vous le partager, ce sera bien plus simple. Ce sera... Et bah, vas-y, on commence avec toi comme ça. Présente-nous ce que tu as préparé et puis après, on aura l'occasion de faire des questions-réponses. Je Ouais, rappelle pour les participants que le chat est ouvert et que vous pouvez bien sûr poser vos questions par écrit. Et si c'est trop compliqué, vous pouvez toujours lever la main avec la petite icône du petit bonhomme et de la main là, pour pouvoir poser les questions à l'oral si vous le désirez. Vas-y, Alexis. alors vous devez voir normalement là, le petit diaporama. Donc, effectivement, par rapport à la motivation, ce que je vous disais, donc, on se rapporte ici à la régulation du comportement, de satisfaction des besoins et de recherche de buts. Et donc, c'est un concept qui rencontre des aspects sélectifs et intensifs du comportement. Autrement dit, c'est au travers de ce concept de motivation qu'on va pouvoir expliquer la sélection d'un comportement et l'intensité de ce comportement dans la persistance et l'implication du comportement en question. Euh, Lorsqu'on parle de motivation, on va parler de deux types de motivation, à savoir la motivation intrinsèque. Cette motivation intrinsèque, elle fait référence à soi-même et notamment au plaisir et à la satisfaction qu'on peut ressentir, notamment au travers de la maîtrise de l'activité, ainsi que aux perceptions de compétences et d'autonomie qui sont induites par l'activité. Donc, et on le verra, un type de motivation qu'il est intéressant de privilégier. Il existe également un autre type de motivation, la motivation dite extrinsèque, qui, elle, donc, fait référence plutôt à des concepts qui sont extérieurs à soi-même. Et donc, ici, la pratique de l'activité est faite plutôt pour en retirer quelque chose. C'est-à-dire qu'on va pratiquer l'activité pour avoir, du coup, un but soit social, matériel ou financier, par exemple. Et ce sera réalisé sous l'influence de contraintes extérieures et ou pour éviter les punitions, les sanctions que l'on peut en retirer lorsque on ne pratique pas l'activité en question ou que le comportement n'est pas réalisé.
Ok, quand Il tu nous existe, parles de, ouais, excuse-moi, dis-moi, tu parles de deux motivations, effectivement, intrinsèques ou extrinsèques. exactement. Spontanément, on aurait tendance à dire que la motivation intrinsèque, ce serait la meilleure parce que c'est celle qui est liée à l'activité. Je pratique la gym parce que j'aime la gym. Est-ce Mm. que la motivation extrinsèque, elle peut pour autant avoir un intérêt? Alors effectivement, j'allais vous en parler un petit peu après, mais on peut déjà dès maintenant en parler. La motivation extrinsèque, elle peut avoir un intérêt de par le fait que on peut amener le sportif, et là dans ce cas le gymnaste, à avoir une recherche autre que simplement la maîtrise de l'activité, qui peut être par exemple une motivation liée au résultat. Et auquel cas, on peut amener, par exemple, une recherche de motivation centrée sur la réussite lors d'une compétition, qui va, elle, amener donc effectivement soit une reconnaissance sociale, soit un gain à l'issue de la compétition, qu'il soit financier ou bien matériel. Et on peut avoir une stimulation qui soit intéressante, importante et qui est généralement celle que l'on considère comme étant la motivation première lorsqu'on a un regard un peu extérieur, c'est-à-dire qu'on se dit que l'objectif, c'est simplement de gagner la compétition, notamment lorsqu'on est sportif de haut niveau pour gagner sa vie, par exemple. Et là, auquel cas, la motivation extrinsèque peut représenter la motivation la plus importante qu'on peut viser, mais sur le long terme, et on le verra ensuite, elle a malheureusement des effets un petit peu négatifs, ou du moins elle ne permet pas toujours la pérennisation de l'activité. Ok, merci, on te laisse continuer. Donc, effectivement, il existe des interférences entre ces deux types de motivation. Il a été démontré dans de nombreuses études que bien que la motivation extrinsèque soit intéressante, et comme je viens de le décrire, il existe des interférences dans la mesure où la conduite autour d'une motivation extrinsèque peut nuire à la recherche de motivation intrinsèque. Il y a de nombreuses études qui ont porté également sur la motivation d'accomplissement. Alors, il a été défini que cette motivation d'accomplissement qui se construit autour du besoin de se sentir compétent représente le principal motif d'engagement dans les activités physiques et sportives. On parlera de deux types de compétences. Le premier type, ça va être une compétence dite exoréférencée. Ici, on va faire référence à un processus de comparaison sociale. Exoréférencé, on va faire référence à quelque chose qui va être à l'extérieur de soi. Et donc, la recherche de compétences, elle, va être construite autour d'une comparaison avec les autres. Et donc, on est sur une référence selon la performance des autres. Autrement dit, lorsque je suis sur une recherche de compétences exoréférencées, je vais me dire que je veux être meilleur que mon coéquipier ou bien que la personne contre qui je concours. Et donc là, on est sur une comparaison directe avec l'autre sans forcément se fixer des objectifs propres à soi. On veut simplement battre le candidat qui est à côté, l'adversaire. Ici, on est sur un processus donc de motivation dit extrinsèque. L'objectif n'est pas, ce qui me motive dans la pratique n'est pas moi d'évoluer personnellement, mais plutôt de battre l'adversaire. Il existe donc un autre champ de compétences qui là est endo-référencé. Donc ici, on est sur l'inverse. Et on va être sur des critères de progrès et de maîtrise personnelle. L'objectif ici, ça va être de recentrer la recherche de compétences sur soi et donc sur une atteinte des standards de performance qui vont être indépendants d'autrui. Autrement dit, ici, je ne vais pas me centrer, me focaliser sur ce que sait faire l'autre, mais plutôt sur moi, ce que je sais faire et sur le développement personnel que je vais y mettre dans ma pratique. On va être donc là et
de manière assez prioritaire sur un processus de motivation intrinsèque. Ici, ce qui me motive n'est pas de forcément battre l'adversaire, mais plutôt moi d'évoluer dans ma pratique. Par rapport à ces deux types de compétences et de motivation, on va parler d'orientation motivationnelle. La motivation extrinsèque, elle, va faire référence à une orientation de la motivation qui va être centrée sur un but de performance. Autrement dit, lorsque je suis sur une motivation extrinsèque, l'activité, et en l'occurrence ici la gymnastique, sera considérée comme étant un moyen d'atteindre mes objectifs, un moyen de satisfaire à mes besoins. Le problème qu'on peut rencontrer dans cette orientation sur le long terme, c'est que le but est peu contrôlable dans la mesure où elle va être dépendante de l'environnement, de tout ce qui va être externe à soi, et donc potentiellement dépendante, par exemple, des résultats que réaliseront mes adversaires. Elle est particulièrement anxiogène, puisque effectivement, je n'ai pas le contrôle sur la situation. C'est en fonction de mes adversaires et de leur performance. Et elle est également, du coup, peu flexible, puisque je dépends, encore une fois, de l'environnement extérieur. Donc, cette orientation, bien qu'elle soit intéressante et qu'elle puisse avoir certains bénéfices, elle est assez difficile dans la gestion sur le long terme, puisque elle, et on le verra ensuite, elle est associée à une absence un peu de persistance dans l'activité, puisque tout échec au sein de cette orientation sera considéré comme vraiment une montagne, si je puis dire, et quelque chose qui va permettre de diminuer le sentiment de compétence, de confiance en soi, et donc derrière d'investissement dans l'activité en elle-même. Pour ce qui est de la motivation intrinsèque, on est plutôt sur une orientation ici centrée sur le but de maîtrise. Donc, on n'est plus sur une recherche de but de performance, mais sur une recherche de but de maîtrise. Et ici, étant donné qu'on est centré sur soi et sur le développement de ses propres compétences, l'activité, et donc la gymnastique, elle, est une fin en soi. C'est-à-dire que ce n'est plus un moyen d'atteindre mon objectif, mais mon objectif, c'est justement de maîtriser l'activité. Et donc, l'activité prend une autre part dans cette orientation. L'intérêt de cette orientation, c'est d'avoir une flexibilité avec des ajustements possibles, ajustements qui seront réalisés en fonction de l'état de forme du pratiquant à l'instant T. Par exemple, définir un objectif de séance où le gymnaste est aujourd'hui un peu plus fatigué ou revient de blessure. Eh bien, on va ajuster l'objectif de la séance en elle-même et donc le but de la séance. Et donc, ça va apporter une flexibilité beaucoup plus importante que la recherche simplement de performance. C'est une stratégie qui est utile et qui a été démontrée lors de nombreuses études par un emploi des sportifs de haut niveau, notamment pour gérer le stress. Il a été utilisé par de nombreux sportifs. Cette orientation, en complément de l'orientation autour du but de performance pour gérer le stress. Et comme l'ont indiqué Curry et Sarrazin dans une étude qu'ils ont publiée dans les journaux de l'INSEP en 1994, ils ont montré que, notamment chez les joueurs de tennis, en plus de l'objectif évidemment de la victoire, qui est ici une motivation extrinsèque, ils associaient des objectifs orientés sur le but de maîtrise avec, à titre d'exemple, passer 65% de première balle ou bien jouer long sur le revers. C'était des objectifs qui étaient définis et l'atteinte des sous-objectifs, donc autour de la motivation intrinsèque, amenait en finalité l'objectif général qui était évidemment de gagner le match et donc là qui était plutôt orienté sur le but de performance. Donc c'est une stratégie qui est couramment utilisée et qui est intéressante également à haut niveau.
Par rapport à ces deux types d'orientation, il a été défini un lien entre orientation et persistance dans l'activité, à savoir qu'il a été démontré que les gymnastes centrés sur le but de maîtrise de la tâche, donc ici sur une motivation dite intrinsèque, associent la réussite à de l'effort et de la persistance de l'implication dans l'activité. Et cette grande persistance à l'effort implique que l'échec fait partie du processus d'acquisition des habiletés motrices. Autrement dit, ici, l'échec n'est pas perçu comme étant quelque chose d'aussi négatif que lorsqu'on est orienté sur le but de performance, puisque ça fait partie de l'apprentissage et on y associe plus la notion d'échec, d'apprentissage par l'erreur. Lorsqu'on est centré sur un but de performance, à l'inverse, la réussite, elle, est plutôt associée à une aptitude supérieure. Autrement dit, je réussis parce que je suis meilleur. Et en plus de cela, en général, les sportifs associent également un facteur chance qui peut exister dans la réussite. Et cette orientation est associée à une faible persistance à l'effort, puisqu'ici, la défaite, l'échec, affecte directement le sentiment de compétence et la confiance en soi, ce qui amène, par un cycle, à une diminution potentielle de la persistance dans l'activité. Il a été également défini un lien entre l'orientation, la performance et le plaisir. Par rapport à cela, il a été comparé à un investissement sur la tâche, donc but de maîtrise, motivation intrinsèque, par rapport à une orientation sur le résultat, but de performance, motivation extrinsèque. Et il a été montré qu'un investissement sur la tâche amenait plus d'implication, plus de persistance, plus d'implication dans l'activité et une performance donc plus élevée à la longue. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'orientation sur la tâche a généralement pour objectif de favoriser le plaisir, puisqu'on va avoir un sentiment de contrôle qui va être plus important dans l'activité. On va avoir une flexibilité, comme je vous en ai parlé un petit peu précédemment, qui va être plus importante également. Et donc, plus de confiance, une meilleure concentration, moins d'anxiété, le tout favorisant donc la recherche de plaisir qu'on peut avoir lorsque l'on pratique une activité. Bien qu'il y ait deux orientations différentes, elles sont indépendantes et certains sportifs arrivent à passer de l'une à l'autre de manière simultanée en fonction de la situation. Autrement dit, que ce soit au cours, par exemple, d'un même entraînement ou au cours d'une même compétition, on peut passer à un moment donné d'une orientation plutôt orientée sur le but de maîtrise pour gérer son stress à un but de résultat. Je vous prends un exemple. Admettons qu'on parte sur un gymnaste qui a un enchaînement à réaliser et qui, dans cet enchaînement, a un élément particulier sur lequel voilà, il joue beaucoup et sur lequel il est moins sûr. Eh bien, il peut, pour gérer son stress, passer d'abord sur un investissement, une orientation sur le but de maîtrise avec l'objectif de réaliser cet élément qui lui ferait passer un cap personnel. Et ensuite, une fois que c'est réalisé et pour poursuivre son enchaînement, eh bien, il passe sur un but de résultat en se disant que l'élément en question qui pouvait lui poser problème est passé et donc il enchaîne ensuite sur la suite avec l'objectif de gagner et donc de finir sur le podium. Ici, on peut associer ces deux orientations dans un même temps sur un laps de temps assez court. Et alors ça demande une certaine expertise, mais c'est quelque chose qui se travaille et qui peut permettre de gérer le stress à un moment donné. Malgré tout, il a été montré une certaine prévalence, c'est-à-dire que bien qu'on puisse modifier un petit peu l'orientation au cours du temps, il y a une certaine prévalence sur l'orientation et certaines personnes vont être de nature à avoir une orientation plutôt sur le but de maîtrise et d'autres sur le but de performance. Pour faire évoluer cette orientation, on va parler d'un concept, le climat motivationnel. Le climat motivationnel, il renvoie à la nature des feedbacks qui peuvent être transmis alors par tout l'entourage du gymnaste,
à savoir les parents, entraîneurs, éducateurs, les enseignants, mais également vous en tant qu'entraîneur, les tests d'évaluation que vous pouvez mettre en place ou la compétition, lorsque le gymnase se retrouve en situation de compétition. Donc, au travers des feedbacks que vous allez pouvoir réaliser, vous allez pouvoir orienter l'attention vers certains types d'informations et de consignes qui vont être transmises aux gymnastes, et donc développer plutôt des buts compétitifs ou bien des buts de maîtrise. Et pouvoir jouer justement avec cette accumulation de buts et pouvoir jouer dans le temps avec cette orientation. Pour compléter cela, je vous ai ici affiché un tableau qui fait référence aux caractéristiques théoriques liées à l'âge autour de la fixation de but. Ce qui a été défini dans de nombreuses études, c'est qu'avant 6-7 ans, il existe peu de différence entre effort et résultat dans leur relation entre cause à effet. Autrement dit, ici, le résultat, donc la réussite d'une action, elle fait référence fait pas forcément référence à un effort, d'accord? Et elle peut être faite voilà, de manière bien distinctive d'un effort. Il n'y a pas de distinction non plus entre effort et habileté. Autrement dit, ça ne veut pas dire que si j'ai réussi une activité, c'est parce que je suis habile et en plus, j'ai réalisé un effort. Ou bien, c'est pas parce que j'ai réussi une activité en faisant moins d'efforts que le copain que je suis du coup plus habile et que j'ai réussi à atteindre l'objectif fixé sans faire autant d'efforts que celui-ci. De 7 à 9 ans, il y a une distinction entre effort et résultat qui se construit. Et ici, le résultat est associé à un effort assez important. Autrement dit, on associe la réussite à celui qui a fait le plus d'efforts. Et l'habileté n'est pas considérée. Autrement dit, en général, eh bien, des efforts comparables amènent des résultats semblables à une tâche donnée. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai une intensité d'effort importante, eh bien, pour moi, je peux réussir. De 9 à 11 ans, il y a une émergence de cette habileté qui commence. Et ici, on commence à avoir cet état d'esprit de situation de réussite sans trop d'efforts. C'est-à-dire qu'on est un peu plus tourné vers la conception de effectivement, je peux réussir sans réaliser trop d'efforts parce que je suis plus habile. Et généralement, ils sont plus sensibles à l'entourage et à l'approbation de l'entourage, aux motivations que peut amener l'entourage. Et vers 12 ans, on a une orientation de la compétition et une orientation de la maîtrise qui se dessine, et une différenciation entre l'effort et l'habileté. Autrement dit, à partir de cet âge-là, on a vraiment des enfants qui considèrent et qui arrivent à considérer que si je suis habile, eh bien, plus je vais y mettre d'efforts, plus je vais m'impliquer, mieux je vais réussir. Pour favoriser la motivation, alors oui, il y a une question. Oui, Christiana avec une question. Oui, c'était plutôt une remarque aussi sur l'histoire des âges. On se rend compte, en fait, avec ce tableau aussi, quand on a un enfant qui est doué, qui a des aptitudes au départ, il est difficile de le faire basculer dans l'effort et les habiletés. Parce qu'en fait, il a, dès le début, réussi toutes les choses sans forcer beaucoup. Et c'est vrai que c'est dur de le faire basculer. Et du coup, l'échec devient une frustration immense. Et on a des fois des pertes de motivation sur ce type d'enfant parce qu'à un moment, de toute façon, la gym, ça devient difficile pour tout le monde, même pour celui qui a de grandes qualités. Et c'est vrai que c'est difficile des fois, la motivation de la faire basculer sur ce type d'enfant. Donc, si vous avez des astuces. Alors justement, on a Pierre tout à l'heure avec qui on abordera ces questions-là pour essayer de voir lui son témoignage sur ce qu'il peut mettre en œuvre et sur ce type de questionnement. Et puis après, on pourra échanger aussi ensemble sur les stratégies que vous pouvez aussi éventuellement trouver. Voilà, donc on en reparlera avec Pierre tout à l'heure.
Du coup, merci à Christiana pour l'intervention. Alexis, est-ce que tu avais, oui, tu avais encore Il me reste d'autres éléments? Ouais, juste deux toutes petites slides. Voilà, si on peut aller assez vite, Ouais, surtout si on veut pouvoir tester les questionnaires que tu avais, et puis qu'on puisse passer après aux autres intervenants également. ça marche. Parce qu'effectivement, là, l'idée, c'est de, voilà, de dessiner un peu le contour de ces aspects qu'on va pouvoir après, sur lesquels on va pouvoir échanger. Donc, par rapport à la motivation, pour la favoriser, l'idée est plutôt de promouvoir l'orientation vers la maîtrise de la tâche. Alors, comment? Il y a plusieurs possibilités et pour le coup, je pense que Pierre et ou Noémie aussi nous donneront leur avis dessus. Mais il y a des possibilités telles que responsabiliser pardon, les gymnastes et développer leur autonomie, évaluer les compétences avec la définition de notions point fort, point faible, qui permettent de favoriser la motivation, corriger les attributions inadéquates. Autrement dit, lorsqu'on entend d'un enfant qui n'a pas réussi ou j'ai pas eu tel résultat, je suis nul, arriver à reprendre et à corriger en remettant cela plutôt vers une maîtrise de la tâche et identifier des stratégies de fixation de but qui peuvent être modulables et flexibles au fur et à mesure, soit d'une séance ou d'une compétition. Et donc, effectivement, je vous propose de compléter un questionnaire. Alors, questionnaire que l'on va pouvoir vous transmettre dans le chat. Sacha, est-ce que tu l'as ou est-ce que tu veux que je le transmette? Je vais essayer de le mettre. Je l'enregistre, je vais essayer de le mettre. Alors, ce questionnaire, vous allez voir, c'est un questionnaire donc, qui a été simplifié et qui est issu du programme PIST, qui est un programme de détection des talents du Comité olympique suisse. Ce questionnaire, il comporte deux évaluations de la motivation, une exprimée par le comportement, dans lequel vous allez avoir un résultat sur l'espoir de réussite ou peur de l'échec, et une autre évaluation orientée sur les objectifs avec soit but de maîtrise ou de performance. L'objectif de ce questionnaire, c'est d'y répondre vous en tant qu'entraîneur et il est à compléter par vous au regard du gymnaste que vous allez évaluer. Autrement dit, l'objectif, c'est de répondre aux questions en ayant un gymnaste en tête. Alors, vous pouvez le réaliser soit sur le terrain ou là, à distance, évidemment. Et l'objectif étant de répondre sur la manière dont vous connaissez votre gymnaste et de pouvoir ensuite obtenir des résultats sur notamment l'orientation de ses objectifs, sur sa prévalence et sur la prévalence qu'il a autour de l'espoir de réussite ou peur de l'échec. Alors, Donc, on peut partager les ouais, liens pour qu'ils puissent tester les questionnaires. On peut les mettre dans le chat, hein, effectivement. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment y aller, normalement, vous avez une petite bulle dans les commandes possibles de Teams. Et si vous cliquez sur cette bulle, ça vous affiche la conversation de la réunion. alors, tac. Je vais vous le mettre. Il a pas envie là. Hop. Excusez-moi, mon PC, il est un petit peu long. Un petit peu long ce matin. Pourquoi il ne veut pas? Est-ce que tu as réussi, Sacha, toi, ou pas? Il est en train de se charger, donc je ne sais pas si vous le voyez. Il faut que tu prennes le contrôle de l'affichage. Alors, je vais arrêter la présentation déjà. Ouais.
Tu l'as pas en lien Parce que Internet pour le mettre directement, tu fais copier-coller du lien dans la conversation? mais non, je l'ai en Excel et justement, je voulais le transmettre, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être pas tous les droits pour transmettre des Tu peux documents. demander le contrôle, Alexis, normalement. Comment? Tu peux demander, parce que là, moi, je n'y arrive pas, parce qu'il n'est pas ici de mon PC. Sinon, affiche Sinon, ouais. ton. Vous pouvez Affiche-le à continuer. l'écran, Sinon, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble déjà, et puis on pourra tester je vais vous ultérieurement. l'envoyer. Je vais vous l'envoyer autrement par mail directement. De toute façon, les documents présentés, on vous les mettra en téléchargement avec la vidéo sur la chaîne Gimplay Normandie. Donc, vous pourrez retrouver ça après. Mais pour l'instant, on est curieux de le voir. Et tu peux le mettre à l'écran, faire- Alexis, le temps de. Ouais, mais partagez-le à l'écran. Ouais, je le mets, ouais. Je le mets tout de suite. Hop. Alors, normalement, vous allez voir mon écran. Voilà, merveilleux. Parfait. Alors, ici, dans ce questionnaire, hop, vous avez donc la possibilité. Alors, je vais rester à moins que je doive zoomer ou c'est bon. Ici, vous remplissez donc les renseignements du gymnaste, nom, prénom, âge, de manière très simple. Ensuite, vous avez deux questionnaires. Un premier questionnaire ici sur la motivation exprimée par le comportement. Vous avez 10 items. Pour chaque item, vous avez 4 réponses possibles. Ne lui correspond absolument pas jusqu'à lui correspond tout à fait. L'objectif, c'est d'inscrire pour chaque réponse à l'item, d'inscrire donc un petit X en minuscule dans la réponse que vous souhaitez y associer. À côté de toutes ces propositions, vous avez le score qui s'affiche. Et une fois que vous aurez complété l'ensemble du questionnaire, les résultats ici s'afficheront avec des valeurs numériques. Et par la comparaison de ces valeurs numériques, vous aurez une idée de la prévalence sur plutôt un espoir de réussite, plutôt une peur de l'échec et un calcul de l'espoir net ensuite. Et on a un deuxième questionnaire ici défini sur l'orientation des objectifs avec de même 9 items, toujours les mêmes propositions de réponse, de ne lui correspond absolument pas, elle lui correspond tout à fait. Et il vous faut remplir le questionnaire de la même manière en complétant simplement par un petit X minuscule, et ce qui vous permettra d'obtenir à l'issue donc le résultat autour de l'orientation de la compétition ou orientation autour de la tâche, et de connaître la prévalence de votre gym et donc de pouvoir travailler avec lui sur une autre orientation potentielle ou un renforcement de cette orientation. Donc voilà, je vous le transmettrai, on vous le transmettra de sorte à ce que vous puissiez le compléter. Alors encore une fois, c'est au regard de votre œil d'entraîneur et de le compléter en répondant par rapport à l'observation que vous faites du gym en question. Alors, merci Alexis pour cette présentation. On a réussi à le voir, formidable. Donc effectivement, vous le retrouverez en téléchargement avec le replay de notre entretien de ce matin. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, le questionnaire, il est rapide. Parce qu'en psychologie, on a beaucoup de questionnaires sur la motivation où on est à 150 questions ou plus. Là, en 10 questions, on arrive à balayer rapidement le champ des possibles. Moi, j'avais quand même une question sur la régularité du test. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des préconisations sur le fait de le faire tous les ans ou il faut le faire plus régulièrement? Comment ils envisagent la passation des tests? Alors l'idée serait de le faire tous les ans. Donc c'est ce qui est réalisé notamment, encore une fois, par le contexte du comité olympique suisse. C'est quelque chose qui est réalisé tous les ans où on peut y voir justement une évolution dans les résultats obtenus. Et donc, l'idéal serait, pourquoi pas, de le réaliser peut-être en début de saison et puis de le réaliser à chaque fois, au moins à chaque début de saison. Après, en fonction du travail que vous faites et notamment si vous impliquez un peu de préparation mentale avec vos gyms, ça peut être intéressant de le réitérer à un moment donné au cours de la saison, peut-être en amont des compétitions,
pour pouvoir redéfinir un petit peu plus les axes de préparation mentale que vous allez pouvoir travailler avec, et notamment orienter sur la motivation. Donc, mais sinon, au moins 1 fois par an. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions en particulier par rapport soit à l'approche théorique fournie d'Alexis ou soit sur ces questionnaires qui viennent de vous être présentés? Je vous laisse quelques secondes pour écrire vos questions ou vous manifester s'il y a des questions. Non, ça avait l'air clair. Ok. Donc merci Alexis pour ce rappel du contexte et puis sur cette présentation de tests qui peuvent permettre justement de savoir assez vite comment se positionner par rapport au gym. Ça suppose quand même une précaution, c'est de prendre le temps de connaître un peu ces gyms parce que c'est quand même l'entraîneur qui y répond et donc on ne peut pas le faire en début de saison avec des nouveaux gyms qu'on ne connaît pas ou quoi. Même ceux qu'on connaît, je pense qu'il faut prendre un peu le temps de refaire quelques séances avec eux, un minima 1 ou 2 semaines ou un mois pour pouvoir se positionner correctement par rapport à ce questionnaire parce que ça reste l'avis de l'entraîneur. Voilà. Après, il y a d'autres tests également qui peuvent être remplis par les gymnastes, mais souvent qui sont un peu plus longs et fastidieux. L'avantage de cela, c'est d'être assez rapide et de tenir compte de votre avis. Voilà, on va passer, je vous propose, sur les questions plus concrètes de l'entraînement et de la compétition avec Pierre, qui, qui est sur une présentation studieuse devant sa bibliothèque ce matin. Ouais, Euh, j'ai mis le décor. voilà, joli décor. Ouais. Sur les questions de l'entraînement, d'une manière générale, avant de démarrer, toi, on a eu une définition très fournie de la motivation avec Alexis, mais toi, comment tu l'envisages concrètement avec tes gymnastes? D'une manière générale, la motivation, comment elle se manifeste pour toi? Bah, déjà, pour moi, la motivation, ça fait vraiment une partie d'un facteur de performance. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment utile à développer et à construire autour de nos gyms. Après, donc, moi, c'est plutôt ce que je voulais expliquer, c'est que dans la mesure du possible, on essaie de conserver, par rapport à ce qu'a dit Alexis, au maximum les facteurs de motivation intrinsèques. Donc, tout ce qui va être lié au plaisir de l'activité. Donc, chez les plus jeunes, c'est plutôt ça que je vais essayer de développer. Et après, par rapport aux facteurs de motivation extrinsèque, ça va être plutôt de les garder dans la mesure du possible de manière positive pour qu'ils soient au service de nos objectifs. Alors finalement, tu nous dis au départ, la motivation, elle se traduit au travers du plaisir de la pratique. Ouais. Mais finalement, cette notion de plaisir, elle est très fluctuante. Comment est-ce que tu fais pour essayer de conserver cette motivation au travers du plaisir à l'entraînement? Déjà, éviter la monotonie. Je pense que ça va être une première chose. Donc, essayer de varier au maximum les entraînements. Ce qu'on peut voir régulièrement dans les salles d'entraînement, c'est les gyms qui s'entraînent, enfin les gyms qui s'échauffent toujours de la même manière. Donc ça, c'est des choses, je pense qu'il faut bannir. Donc au maximum, varier les situations pédagogiques, les différentes, aussi sur la PP, donc la faire de différentes formes. Enfin, trouver un maximum de choses qui font que le gym, il n'arrive pas à l'entraînement en se disant ouais, bon, moi, je vais faire comme j'ai fait hier ou enfin, voilà. Donc pour moi, c'est déjà de travailler sur sortir de la monotonie. Ensuite, ça va être de développer, par rapport à ce qu'a dit un petit peu Alexis, tous les sentiments de compétence. Donc, ça va être de réussir à centrer le gymnaste sur ses progrès personnels. Et alors, comment tu le traduis ça? Parce que la gymnastique, c'est assez sournois comme progression. Avant d'arriver à faire sa première bascule au bar ou de réussir à faire je ne sais quelle portée en GAC, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de temps en général. Et donc, comment tu fais ça pour essayer de garder cette motivation au cours du temps face à des progrès qui sont longs à acquérir? Ouais, ça, c'est pas évident. Ça, c'est dur. Après, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il faut connaître nos gymnastes, il faut discuter avec eux.
il faut aussi créer un rapport de confiance, c'est-à-dire que leur montrer qu'ils ne sont pas seuls à l'entraînement, que c'est un travail d'équipe. Et il faut construire ensemble les objectifs. Donc, par rapport aux qualités qu'on peut déterminer chez un gymnaste, il va falloir lui expliquer que pour arriver à réussir cet élément, il va falloir passer par ça, 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 ça. Il va falloir développer les étapes et après, avec lui dire, bon, voilà, aujourd'hui, tu en es là, c'est une réussite. Même si l'élément n'est pas acquis entièrement, voilà, aujourd'hui, on en est là. Moi, c'est une stratégie que je peux employer avec les plus jeunes. Après, il y en a sûrement d'autres, hein, mais en gros, c'est de construire un cahier d'entraînement pour chacun des gyms avec une espèce de projet de carrière. Alors, après, qui va partir d'un objectif global, qui, par exemple, pour le meilleur, participer au chemin du monde. Mais pour un autre, ça va être plutôt de réussir en fin de saison à réussir à faire la bascule. Donc pour lui, on va essayer de distinguer toutes les étapes par lesquelles il va devoir passer. Et lui montrer que voilà, chaque étape est importante et le fait de réussir, d'être en réussite sur chacune des étapes, c'est un facteur de motivation. Ça doit être un facteur de motivation pour lui. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'au travers de la construction pédagogique et puis d'un plan technique, c'est-à-dire que chaque étape pédagogique peut être la source de motivation pour Il faut avancer. Donc ça, réussir. C'est le travail de l'entraîneur pour moi. C'est chaque petite réussite est une victoire. Et il faut qu'il le ressente comme ça. Et alors pour l'identifier, tu nous as parlé d'un cahier d'entraînement. Ouais. Comment ça marche? C'est tu leur enfin, je pense à ma fille qui va à l'école, à la fin de la semaine, elle a bien travaillé, elle a une image. Bon voilà. Comment ça marche avec les gyms quand ils passent une étape pédagogique? Est-ce que il y en a qui font sonner les cloches ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a une Alors stratégie voilà. particulière? Moi, j'ai pas de cloche à la salle, mais c'est pas un mal exemple. comme idée. Non, après, c'est sous forme de choses qui sont affichées dans la salle, où dès qu'ils réussissent, ça va être de mettre un petit verre ou un truc comme ça. Bon, après, je pense que ça peut être mis un peu plus en valeur, mais le tout, c'est qu'ils aient quelque chose qui illustre leur réussite. Alors, est-ce que tu as un exemple concret comme ça? Après, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a un cahier d'entraînement à la salle, chaque gym a un petit peu sa fiche d'objectif de l'année. Et en gros, dès qu'ils arrivent à franchir une étape, on fait en sorte que tout le monde le sache. Pour renforcer aussi le sentiment de confiance en soi. Il y avait Noémie qui avait levé la main sur cette idée-là. Je ne sais pas s'il y avait une Ouais, remarque. finalement, c'est pour faire un peu comme Pierre. Alors moi, j'ai le même principe. Elles ont des objectifs pour l'année. La feuille est affichée dans la salle au vu de tous. Et alors, il y a des objectifs définis. Par exemple, il faut le réussir en compétition sans tomber, ou alors il faut en faire 3 sur 3, validé par un juge qui est dans la salle. Et quand elles réussissent, c'est elles qui surlignent l'élément et qui mettent la date. Et pour moi, ça veut dire que c'est validé et qu'on peut passer à autre chose. Ouais, c'est un peu le même principe. Mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui permet, en plus de mettre en valeur le gymnaste au sein du groupe. Ça, c'est quelque chose que les enfants ont besoin aussi. Alors justement, tout à l'heure, tu nous parlais de cette dynamique de groupe. Et puis là, bon, il peut y avoir une mise en valeur individuelle au sein du groupe, mais comment tu gères cette dynamique de groupe pour que, si je reviens à ce que tu as dit au départ, la gym soit un plaisir, que ça fonctionne, même si c'est une expression individuelle, bien souvent sur la gym, à part peut-être en GR ou en GAC, où il y a cette notion d'ensemble ou d'unité, mais malgré tout, il y a une expression individuelle dans la plupart de nos activités gymniques. Et comment s'intègre cette dynamique de groupe par rapport à la motivation de chacun?
Alors, moi, je vais pas mentir, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai toujours travaillé avec des groupes très hétérogènes et avec des objectifs très différents par rapport au. Enfin, j'ai toujours eu dans mon groupe un gym en élite avec comme objectif une rentrée en Pôle France et puis d'autres qui sont dans le même groupe où l'objectif va plutôt être une qualification en championnat de France. Et du coup, les objectifs vont pas être les mêmes. Et ce qui est difficile, c'est que on les entraîne pas de la même manière. Donc, on n'a pas forcément les mêmes relations. Enfin, pas les mêmes relations, mais on, pour prendre un cas concret, j'ai un gym qui va réussir à faire un salto arrière tendu au sol. Celui qui a l'objectif d'aller au Championnat de France performance, clairement, on va être super content. Celui qui doit rentrer en Pôle France, on va pas lui dire tout de suite que c'est parfait. Du coup, on va avoir plus d'exigences et on va pas avoir la même approche. Et ça, c'est difficile à gérer. Et du coup, moi, ce que je vois et ce que j'observe au sein du groupe, c'est que j'arrive pas trop à avoir un renforcement de la motivation qui vient du groupe, qui vient de l'esprit de groupe. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se focalisent beaucoup et qui utilisent beaucoup l'esprit de groupe comme source de motivation. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal. Après, c'est pour ça que je pense que s'il y en a d'autres qui sont capables de parler un peu mieux que moi sur ce sujet, je laisse. S'il y a d'autres témoignages, Mais je sais par on n'hésite expérience pas. que sur le haut niveau, et c'est ce que j'ai pu observer, hein, et surtout sur les pôles France, où ils ont des tout petits groupes, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à utiliser en fait. Enfin, un entraîneur de pôle France, il va avoir 2 ou 3 gyms, et tout va être très individualisé. Alors après, je pense que le nombre aussi et l'effet de groupe fait que cet aspect motivationnel, il va être plus facile à avoir. Mais Ok. Et est-ce que, vu le contexte dans lequel tu décris ton entraînement, est-ce que par rapport à la motivation de chacun, si la dynamique de groupe n'est pas évidente, malgré tout, il y en a une qui existe, où tu nous dis que tu as bien souvent un fonctionnement avec une diva au sein d'un groupe, quoi. ouais. Parce que effectivement, tu formes des gyms qui rentrent sur des pôles France et c'est super, mais il n'y en a pas 50 dans le groupe, hein. Il y en a Alors, un qui sort et déjà c'est très bien. Comment tu gères ce grand écart entre une diva au sein d'un groupe pour garder tout le monde finalement motivé? souvent, c'est la diva qui va se retrouver un peu lésée, puisque après, là, j'ai le cas avec Valentin, j'en ai un qui doit rentrer en pôle au mois de juillet. Et souvent, en discutant avec lui s'est senti souvent un petit peu lésé, puisque des fois, on a plutôt tendance à baisser le curseur sur du niveau de performance plutôt que de le monter. Enfin, en discutant avec les entraîneurs, c'est souvent ce qui se passe dans les clubs. Et souvent, lui, il venait me voir en me disant, écoute, là, j'ai l'impression de faire des choses un petit peu trop faciles. Donc, je pense clairement, autant ceux qui sont un petit peu moins bons vont être motivés à la vue de voir Valentin s'entraîner et des objectifs qui lui sont fixés. Par contre, à l'inverse, la diva, pour lui, ça va être un petit peu plus compliqué. Et c'est là qu'il va falloir travailler aussi très fort avec lui sur les aspects, sur les objectifs qu'on va devoir lui fixer, et notamment sur ce genre de profil. Et Valentin, là-dessus, j'ai eu un gros travail. Et je reviens sur ce que Christiana a dit tout à l'heure, et en effet, c'est quelque chose que j'observe sur les enfants qui sont talentueux. Arrivé à un âge, c'est très très difficile de les garder motivés, et surtout sur les enfants qui sont très bons, puisque, comme disait Christiana, à un moment donné, eux, ils n'ont jamais travaillé. Et, moi, j'ai déjà eu l'expérience d'un gym hyper talentueux qui, à 12-13 ans, en fait, quand on lui a demandé de bosser, plus personne, quoi. Et passer les caps pour aller vers le haut niveau, pour lui, c'était
c'était insurmontable. Et du coup, là, pour Valentin, j'ai procédé différemment. C'est qu'avec lui, en fait, on a continuellement à l'entraînement, je parle sur des objectifs de long terme. Tout est lié, toute sa pratique tous les jours, c'est au service de son projet sur du long terme. Tous les jours, on fait le point et on se dit, bon, bah, ok, aujourd'hui, on a pris tel élément, c'est en chantier, mais bah, c'est quelque chose qui te servira à ton entrée sur l'équipe de France junior. Voilà. Et pour lui, ça, c'est une source de motivation énorme et qui lui permet aussi de franchir les caps plus facilement parce qu'il sait où il va. Ouais, c'est intéressant, c'est de le mettre tout le temps en perspective. Et puis, ça m'évoque d'autres thématiques sur la culture de la performance aussi, Ouais, bah, c'est quelque chose qui a que je donné voulais et qui parler, passe exactement. aussi sur la culture de travailler, de savoir s'entraîner finalement, qui fera peut-être l'objet du coup d'un autre thème pour ce Mais qu'on c'est quelque fait. chose, je pense, pour la motivation des gymnastes qui est essentiel. Il faut leur donner soif de connaissances dans leur activité. Il faut qu'ils aient Et les gyms en général qu'on voit à l'entraînement qui nous disent bah ouais, t'as vu les championnats d'Europe qui sont au courant des performances qui se font sur le haut niveau. En général, au niveau motivation, on peut placer le curseur assez haut. On sait qu'ils sont pas mal. Ceux qui ont 12-13 ans et qui savent pas qui est champion du monde. Bon. Culturellement plus éloigné. Ouais, Alors, tu as évoqué la remarque de Christiana et je crois qu'elle a la main levée pour une question. Là, c'était pour non dire, enfin, je trouve que ça fait du bien d'entendre Pierre parler aussi parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous un peu les mêmes problèmes dans nos clubs. C'est vrai qu'on a tous un gym ou une gym qui sort du lot et c'est vrai qu'elle participe à la motivation des autres, mais en fait, c'est la diva, comme vous l'avez appelée, qui est le plus difficile à gérer en fait dans le groupe. De Ouais. l'extérieur, on pourrait se dire: «Ah, elle est motivée, c'est facile, elle a envie» et en fait, je pense que la personne qui se sent le plus mal à l'aise dans un groupe, c'est cette personne-là. Parce que nous, on en a une qui est plus âgée, donc avec qui on discute beaucoup et on lui dit des fois, on lui dit: «D'accord, tu as pas atteint tous tes objectifs, mais regarde tout ce que tu as apporté aux petites» et elle finit par te dire: «Bah oui, c'est cool, ça me fait de belles jambes, mais moi?» Tu vois? Parce qu'elle apporte beaucoup à l'entraîneur, cette personne, elle apporte beaucoup au groupe, mais comment en retour on arrive à lui apporter des choses? Et c'est vrai que je trouve que Pierre, il l'a bien décrit effectivement. C'est cette personne en fait qui paraît vue de l'extérieur plus facile à gérer, qui est la plus complexe. Ouais, complètement. Alors effectivement, on a vu Pierre qui avait développé quand même certaines stratégies pour mettre continuellement en perspective finalement ces gyms-là. Donc ça peut être une solution. Donc l'importance d'avoir un plan de carrière certainement bien défini et ce que Pierre a évoqué tout à l'heure, le fait de partager le projet aussi. Qui me semblait être un point important sur ce que Pierre a expliqué. Et puis, ça m'évoque aussi avec la remarque de Christiana, peut-être l'importance de participer à des stages départementaux ou régionaux. Parce que quel que soit le niveau, alors même si le témoignage de Pierre, là c'est sur un gym qui va faire du haut niveau, à moindre niveau, on peut aussi être confronté à la même chose, hein. J'ai un groupe de gym qui fait du niveau fédéral et puis c'est le niveau de mon club et à l'intérieur, il y en a un ou une qui performe mieux que les autres. Je peux me retrouver dans la même situation, même si c'est pas du haut niveau. Et finalement, peut-être, je pense, participer aux actions organisées par les comités, ça permet de brasser, de faire un échange aussi avec d'autres gymnastes. Et peut-être que ça peut relancer la motivation et la confrontation à d'autres qui sont peut-être plus proches de son niveau. Peut-être ça peut apporter des solutions dans Alors ce ça peut contexte-là pour apporter, se relancer. mais après la comparaison est compliquée aussi. Tu vois, nous, on voit deux cas de figure, je pense, sur les retours de stage. On va Ouais. voir ceux le fait de s'être confrontés, vont avoir augmenté leur motivation. Mais par contre, ceux qui se sont aussi comparés aux autres, là, des fois, tu te retrouves avec des gyms qui vont te dire, ouais, au final, je me suis rendu compte que j'étais moins bon que les. Enfin, voilà, j'ai du retard et machin. Donc, c'est il faut connaître ces gyms et puis
il faut aussi, je pense, préparer les gyms à ce genre de confrontation. Tu vois, il faut les gyms qui vont être c'est très individuel, hein, mais ceux qui vont avoir l'esprit un peu compétitif et qui vont qui vont avoir une relation avec eux-mêmes, avec une grosse confiance en soi, en général, il n'y a pas de problème. Après, ceux qui manquent de confiance en soi, pour eux, les stages, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je vois, j'ai l'exemple, hein, j'ai un gym qui est très bien. Par contre, tu le mets sur un stage, il reste près du bac à magnésie, hein, c'est son meilleur pote toute la journée. Hein. Mais pourtant, c'est un gamin qui a beaucoup de qualités, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Et il y en a plusieurs comme ça, hein. Je prends un cas, mais donc je pense qu'il y a aussi un travail de l'entraîneur à la confrontation avec les autres qui doit être faite. Alors finalement, peut-être justement, le fait de participer régulièrement à des actions, Ouais. ça permet de dédramatiser aussi les Ouais, choses. complètement. Et puis, on parlait de gyms qui vont vers de la haute performance. Peut-être que d'avoir commencé par des stages plus en proximité, pour dédramatiser un peu l'échange, ça peut les amener aussi à faciliter les stages un peu plus importants pour la suite. Ouais. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y avait un autre point particulier sur l'entraînement. On a on a une culture de l'exigence quand même dans la gymnastique. Hein, ça fait partie de notre sport parce que si on ne fait pas attention, on peut se faire mal. Voilà. Donc, comment on fait pour équilibrer, comment toi tu fais, Pierre, pour équilibrer cette exigence permanente on peut avoir qui est liée à de la vigilance aussi parce qu'il ne faut pas se blesser, on n'engage pas la gym n'importe comment. Et puis en même temps, conserver l'aspect positif, le plaisir dont tu as parlé tout à l'heure, pour maintenir la motivation à l'entraînement. Euh, c'est difficile. Non, mais après, là-dessus, franchement, c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours et qu'on règle souvent en discutant avec les gyms et tout doit être très individualisé. Mais en gros, pour parler de la gym, je pense on a une culture très autocratique au niveau des entraîneurs où tout est, on a souvent tout est lié à la discipline mais comme tu dis, hein, c'est par rapport au fait qu'on a une discipline qui est exigeante et pour que le gym il pratique en sécurité, on doit mettre cette exigence en place. Après, faut que cette exigence ça paraisse la plus transparente possible pour le gym, c'est-à-dire qu'il faut réussir à la faire passer, la faire couler, quoi. Et ça, c'est pas évident. Hein. Et plus on accède vers la performance, et plus c'est difficile. La formation qu'on fait aujourd'hui, moi, pour une anecdote, je l'ai faite l'année dernière avec Rodolphe Boucher, je ne sais pas si certains le connaissent, entraîneur du pôle d'Antibes, qui est aussi préparateur mental et tout. Donc lui, pendant 2 heures, il est capable de me parler de la motivation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait pendant 2 ans, il nous a parlé de la motivation. Et après, on était descendu en salle sur le pôle d'Antibes. Et là, première chose qu'il fait, c'est insulter son gym. Il n'était pas en train de travailler. Mais du coup, bon, je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Et il faut essayer de le faire au possible. C'est-à-dire, je pense que quelque chose qui est essentiel, c'est vraiment de montrer au gym qu'il n'est pas tout seul. C'est-à-dire, moi, ce que je fais souvent à l'entraînement, et c'est une habitude que j'ai prise, c'est pas le gym qui fait l'élément, c'est on fait l'élément. On le fait tous les deux, on l'accompagne. C'est nos objectifs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place régulièrement, enfin même constamment. Il faut que tous les entraîneurs prennent cette habitude. Le gym, il est pas tout seul. Et le fait en fait, de prendre des décisions à deux,
Je pense que ça simplifie aussi, enfin, ça va améliorer l'aboutissement de nos objectifs qu'on a fixés avec nos gyms. Après, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Il y avait forcément la bonne réponse par rapport à ce que tu avais à partager. Puis je trouve que cette notion de duo, hein, le duo entraîneur-gymnaste mais qui je pense que s'engagent ça, c'est ensemble vraiment quelque chose sur l'entraînement, d'essentiel c'est ici. important. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, mais là-dessus, enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel chez l'entraîneur, c'est de créer une espèce de binôme. Et toujours dire, bah, voilà, on a décidé ça ensemble. Aujourd'hui aussi, c'est pareil. T'as raté ta compète. On est tous les deux fautifs. Il faut qu'on remédie à quelque chose, mais on va le faire tous les deux, quoi. C'est pas uniquement de ta faute. Ok, c'est intéressant comme perspective. Et puis, te connaissant bien avec tes gyms, je le perçois tout à fait. Il y avait C'est pas toujours facile. j'ai pas dit que c'était simple, mais Pour revenir à l'anecdote de je comprends Rodolphe, la démarche. c'est que voilà, on est tous humains, on a tous nos sensibilités et quelqu'un qui est plus sanguin, pour lui, ça va être compliqué à la salle. Et pourtant, enfin, si vous avez aujourd'hui l'opportunité de parler avec Rodolphe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là et je pense qu'il peut apporter pas mal au monde au monde de la gym. Mais voilà, c'est la différence entre la partie théorique et ce qu'on peut observer en salle. Oui, grosse culture gymnique, Rodolphe. Ouais, et je pense qu'on est trop, on est baigné là-dedans, hein. On a tous fait de la gym avec un entraîneur qui nous a un peu malmenés et voilà, on a du mal à en sortir. Et autre chose, enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir été en Russie, d'avoir observé l'entraînement en Russie et contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont pas du tout là-dedans et j'ai trouvé que, enfin, j'y suis allé la dernière fois il y a 5 ans et franchement des bisounours dans la salle. Et un rapport avec leur gym qui était vraiment, ils sont vraiment dans cette cohésion d'équipe, hein. Avec leur gym, toutes les décisions en sont prises ensemble. Et ça, je trouvais ça génial. Et aujourd'hui, bon, on voit où en sont les Russes, enfin, surtout chez le secteur masculin, où ils sont en train de révolutionner la gym, hein. Et c'est parti de cette nouvelle génération d'entraîneurs qu'ils ont formés. Donc eux, ils ont réussi à en sortir. Et pourtant, ils étaient arrivés à des extrêmes, hein. Donc pourquoi pas nous, quoi. Merci pour ces expériences-là. Et puis, effectivement, ce qui se passe aussi dans d'autres pays sera intéressant à regarder. Il y avait une remarque d'Alexis ou une question? Oui, effectivement, en fait, je voulais juste rebondir justement sur cette question d'équilibre entre exigence et plaisir. Alors, moi, je ne vais pas vous faire part d'expérience gymnique puisque voilà, j'ai pas de retour à vous faire. Par contre, j'ai des retours en tant que préparateur physique et je sais qu'il y a des choses qui peuvent forcément se lier. C'est-à-dire que à partir du moment où on demande une certaine exigence, que ce soit technique ou physique, qui soit élevée, et en même temps une notion de plaisir à y associer, c'est pas toujours simple, effectivement. Et je pense que, du moins pour ma part, j'ai toujours essayé d'adopter du coup une orientation centrée sur la tâche de maîtrise et du coup de mettre au centre, au cœur justement de l'exercice, de la séance, de l'objectif, le sportif, donc le gymnaste pour vous, et sinon le sportif en lui-même, et de lui faire comprendre que voilà, ce qu'il doit réaliser, c'est pour son bien, c'est pour son développement, et toutes ces choses-là, à partir du moment où je pense que c'est acquis par le sportif, sur la manière dont il doit s'entraîner et quel est l'objectif. Mais je pense qu'à partir de là, il peut engager une situation de plaisir en lien avec même une exigence, qu'elle soit sur l'intensité ou la technique, qui peut être élevée. Je pense que ça peut être, enfin, moi personnellement, c'est de cette manière dont j'ai pu fonctionner. Sans doute la nécessité d'associer ce qui est le moins plaisant dans l'entraînement à la réalisation des objectifs Ça, fixés ou de ce qui est plus plaisant, quoi. C'est effectivement, ça me fait suer
de faire ta préparation physique parce que c'est dur et je souffre. Ouais. Mais comme je sais que ça va me permettre de débloquer tel ou tel élément ou telle chose pour aller plus loin là où j'ai envie, je peux l'accepter plus facilement et m'engager davantage. Ok. C'est ça. Il y avait aussi une question, une remarque de Christiana. Oui, je trouvais que le on était très intéressant et heu et je pense qu'effectivement il y a un grand chantier à faire, sur le comportement, des entraîneurs à l'entraînement. Ça, je pense que c'est hyper important. Je trouve que le on est intéressant et après aussi, faire comprendre à l'athlète qu'on est là pour lui, pour son objectif à lui. Que l'athlète, c'est pas un moyen pour nous de nous mettre en valeur, mais c'est l'inverse. C'est lui, il veut arriver là et donc on est à son service. On est là pour l'amener au meilleur de ce qu'il peut faire et je pense que déjà quand on se met dans cette position-là, eh ben, on est forcément moins agressif quand ça marche pas. On sait qu'il est encore plus peiné que nous que ça fonctionne pas. Un athlète, il fait pas exprès de ne pas réussir ou d'être dans l'échec. Donc je trouve que cette situation, si on se place dans l'autre sens, je pense qu'on est plus détendu. C'est plus facile. Ok, merci. Je vous propose de passer sur un autre aspect et puis après de passer la main à Noémie parce que le temps passe. Pour finir avec Pierre sur plus le lien avec la compétition, on a parlé de choses autour de l'entraînement, de comment on s'engage, de la relation entre l'entraîneur et le gym, mais par rapport aux aspects plus compétitifs, on a vu tout à l'heure les buts de maîtrise ou de performance. Il faut gérer un équilibre entre les deux parce que en gymnastique, on n'a pas le choix. Si on se maîtrise pas, ben, on perd. Et en même temps, il faut malgré tout avoir des motivations de performance parce que si on vient en compétition, c'est aussi pour gagner. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Bon, voilà, comment est-ce que tu envisages ces questions-là de la motivation de tes gyms en compétition? Alors c'est pareil, alors, dans la mesure du possible, on essaie de pas leur parler de résultats, au lieu de leur dire bah, tu vas arriver premier. Ce qu'il faut essayer, c'est de leur dire moi, voilà, l'objectif de cette compétition, ça va être aujourd'hui, ça va être de réaliser tel élément. Et plutôt que de dire moi, voilà, tu as le potentiel d'arriver premier, si t'es pas premier, voilà, t'as raté. Non, c'est le but, c'est vraiment, voilà, c'est t'as bossé à l'entraînement. Aujourd'hui, tu en es là. Bon, bah, objectif de cette compétition-là, ça va être de réaliser ce mouvement nickel à l'agré, machin, machin. Sur les autres agrès, t'es pas prêt, voilà. C'est, moi, c'est plutôt comme ça que j'appréhende les compétitions et j'essaie vraiment, le moins possible, de parler de résultats. Et après, les gyms, ils le savent très bien. Ils se confrontent, hein. Les compétitions, c'est aussi un endroit où ils se confrontent avec les autres. Et d'eux-mêmes, ils arrivent à savoir où ils se placent par rapport aux autres. Alors après, il y a un autre facteur qui est des fois un peu pénible, ça va être tous les facteurs extérieurs, donc les parents qu'il va falloir gérer, puisque c'est eux souvent qui vont mettre la pression en disant bah écoute, voilà, faut gagner, machin. Bon bah des fois c'est eux qu'il faut attraper plutôt que le gym et leur dire écoutez, c'est votre fils il gagne, il perd aujourd'hui, on s'en fout. Par contre, pour moi, l'objectif dans l'entraînement, par rapport à l'entraînement, c'est qu'il réalise tel mouvement à l'agré. S'il réussit ça, de toute façon, il aura une bonne place. Voilà, c'est un Peut-être peu le faire rapport que j'ai avec la compétition. Et, de toute façon, on entraîne des jeunes, hein. Alors, quand on est vers la recherche de performance ou de haut niveau, et tout à l'heure on parlait de projets de carrière, bah voilà, il y a des compétitions qui vont pas avoir les mêmes objectifs que les autres. Donc ça aussi, il faut l'apprendre au gym. Finalement, si je t'écoute, tu transformes les compétitions en étapes pédagogiques. Ouais, c'est ça, ouais. Alors après, bien sûr, ils ont une échéance finale qui va être, je peux être France en général. Donc bon bah voilà, là, cette compète-là, c'est la compétition où il va falloir tout donner. Donc là, de toute façon, d'eux-mêmes, hein, il n'y a pas besoin, en fait, je pense, de leur dire constamment, ouais, il faut faire telle place, telle place. Ça, ils le savent. Ils savent très bien ce qu'ils valent, hein, les gyms. Hein. C'est pas... Je pense que le fait de leur rabâcher à l'entraînement, ça va être une source de stress
qu'on va pouvoir observer en compétition. Et puis comme ce qu'on a pu voir avec Alexis tout à l'heure, hein, j'ai lu quelques études là-dessus et ils ont aussi observé que tous les enfants qui faisaient de la gym, qui accédaient à la compétition avec la notion de plaisir, étaient 10 fois plus performants que les autres. Et si on veut aller vers la recherche de performance, il faut faire attention à comment on appréhende la compétition. Ouais, effectivement. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir les modèles LTAD établis par les Canadiens qui abordent effectivement toutes ces questions-là. C'est assez fourni et ils ont fait des belles études là-dessus. Donc, LTAD, c'est Long Term Athlete Development. Voilà. Merci Pierre pour ce témoignage et ces échanges sur les gyms au travers de l'entraînement et de la compétition. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis Pierre reste avec nous, hein, on peut y revenir par la suite hein, s'il y a besoin. Dans tous les cas, pour avancer, parce que le temps passe, je vous propose de passer sur le témoignage de Noémie Terrac sur conserver la motivation dans le contexte d'aujourd'hui. On a des préoccupations sur la crise sanitaire, sur le fait de s'entraîner dehors ou pas, et avec différents aléas pour aujourd'hui et demain. Donc Noémie, je ne sais pas si tu veux nous montrer ta bouille, qu'on te voit quand même. Je ne sais pas si c'est très utile. Bon, bah alors tant pis, on t'entendra en tout cas. Ah ben voilà, bonjour. Pour commencer, toi, d'un point de vue général, j'ai posé la question aux deux autres intervenants, et pour toi également, la motivation, comment tu l'envisages, toi, au quotidien, dans ta salle, à l'entraînement, avec tes gyms ou dans le contexte d'aujourd'hui? Ouais, alors moi, je vais plutôt parler du contexte d'aujourd'hui et je pense que la motivation, c'est notre challenge à tous là, en ce moment. Et elle a deux versions pour moi. Il y a la motivation des coachs. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Et il y a la motivation des gyms. Donc, il y a deux paramètres dont je pense qu'il faudrait qu'on parle aujourd'hui et on peut avoir pas mal d'idées et puis peut-être qu'on peut s'aider à avancer. Parce que je pense que tous, au jour d'aujourd'hui, on s'est posé la question si on allait continuer, pas continuer, comment on allait faire. Moi, je me suis mise à la couture, hein, pour tout vous dire. Donc, pour les coachs, la première idée, nous, on s'est sauvés comme ça, c'est qu'on s'est revus, malgré tout, même si on faisait rien, on s'est pris des moments à nous où on a discuté, on a essayé de se motiver les uns les autres. Donc, ça nous a beaucoup aidé avec notre équipe. Et ensuite, on a fait des projets. On a essayé d'imaginer qu'un jour, on allait sortir de tout ça. Le premier projet qu'on a mis en place, c'était les cahiers d'Effitagym, dont on va en profiter pour reparler avec Sacha, oui. Donc, on a pensé à ça avant les vacances de février, parce que il faisait froid, on avait commencé à faire dehors, mais en même temps, on n'avait pas grand monde. Et puis, on s'est dit, moi, j'ai un enfant à la maison aussi, et puis, je savais pas quoi lui faire pendant les vacances. Donc, on s'est dit que ce serait peut-être sympa de proposer des cahiers aux parents. Comme ça, ils pourraient peut-être télétravailler, et pendant ce temps-là, l'enfant pourrait faire autre chose, et en lien aussi avec la gym malgré tout. Donc avec Alan, Alice, Alison et Léa, on s'est mis à créer les cahiers qu'on a ensuite partagés à tous nos adhérents. Donc dedans, il y avait pas mal de défis qu'ils pouvaient nous envoyer ou mettre sur les réseaux sociaux. Comme ça faisait aussi vivre nos réseaux et on montrait qu'on existait toujours. Et par la suite, on les a donc partagés au comité régional qui vous les a renvoyés. Donc vous les avez reçus. Donc ces cahiers, ils sont quand même super pratiques, ils fonctionnent plutôt pas mal. Et pensez aux vacances, notamment d'été, qui vont arriver. Vous pouvez les envoyer en amont à vos licenciés et éventuellement leur demander des retours. Alors, imaginez vous aussi vos jeux. C'est peut-être pas utile de reprendre les jeux tels quels, comme ils sont faits dans le cahier, mais retravaillez-les ensemble. Ça peut vous donner aussi un objectif à faire au sein de votre équipe. Et puis, partagez-les, offrez des récompenses. Ça peut être des verres de votre club ou nous, on a des vieux t-shirts dont on ne se sert plus, donc on va les donner. On a des peluches, enfin, on a trouvé pas mal de trucs qu'on allait filer avec ces jeux-là. Donc, je ne sais pas, Sacha, si tu veux nous reparler peut-être un petit peu des cahiers rapidement et montrer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Justement, Geoffroy l'a remis dans le chat, donc très bien pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de les télécharger ou juste tout simplement de les regarder. Effectivement, quand j'ai su que Noémie avait proposé ça au club, j'ai trouvé ça très, très bien. En plus, l'avantage, c'est qu'il y en a pour les tout petits, donc les babys, et aussi pour les loisirs.
Donc voilà, donc on a essayé de vous proposer ça, et l'avantage, c'est de maintenir le lien, montrer à vos adhérents malgré tout que même s'ils ne s'entraînent pas, parce que aujourd'hui on en a la preuve encore avec le merveilleux temps normand, qui ne vont pas s'entraîner dehors, ça permet quand même de maintenir le lien et de faire de la gym peut-être autrement. Et ça, je pense que dans le contexte actuel, c'est un peu ça le but. Donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder et effectivement de le proposer peut-être sur l'ensemble des vacances, et puis de faire vivre vos réseaux aussi comme ça. Donc je vous encourage vivement à le faire, et voilà, très, très bonne idée, très bonne initiative. Donc je vous remercie, et je remercie l'ensemble de l'équipe technique de la fraternelle. Et au-delà de ça, vraiment, nous, on s'est fait des petites commissions de travail, donc pour le cahier des petits, pour le cahier des moyens, pour le cahier des grands. On a proposé des séances aussi sur le cahier. Et ça nous a vraiment permis de nous retrouver et de retrouver le moral un petit peu. C'est ça qui nous a sauvés aussi, hein, dans un premier temps, avant février. Et après, la deuxième chose qu'on a fait, qu'on est en train de faire, c'est se projeter. Donc, on essaye de penser à tout ce qu'on n'a d'habitude pas le temps de penser, des actions peut-être qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Donc là, on a essayé d'organiser toute notre saison de l'année prochaine avec des actions pour tout le monde. Et aussi, l'autre question, c'est comment on fait revenir nos enfants, nos gyms, dans la salle. Donc ça, c'est l'autre point que je voulais aborder, c'est la motivation des gyms. Donc le premier point, je pense que là, enfin j'espère qu'on va être au bout des séances en extérieur, mais pour les fidéliser, au départ, en janvier, quand on faisait les séances dehors, on faisait des séances de basket sur un pied, enfin on faisait les profs de PS en fait. Et les enfants revenaient, mais même nous, on n'y allait pas franchement avec le sourire, c'était pas très agréable. Et au fur et à mesure du temps, on a commencé à sortir la salle dehors. Donc notre matériel est foutu, hein. Mais en faisant ça, on a quand même, avec j'allais dire les filles, mais non, il y a Alan aussi, on a mis des objectifs par séance. Donc ça veut dire qu'on fait, même si on sort pas tout le matos, on fait une séance poutre où on va travailler l'alignement, on fait une séance barre où on fait de la muscu. On s'est mis des objectifs à chaque séance qui changent d'un jour à l'autre. Comme ça, les enfants ne font pas toujours la même chose. Et en plus, nous, ça nous motive. Et on s'est rendu compte que sur les petits, alors les grands, c'est plutôt du maintien, mais sur les petites, on a quand même réussi à avancer. Quand on faisait des séances de souplesse ou des choses comme ça, et ben, mine de rien, elles ont progressé. Et surtout, depuis qu'on fait ça, on est complet. Donc, on a du monde tout le temps et les séances sont complètes. Donc, ça marche vraiment bien. Et sur les baby aussi, on a sorti plus de choses. On fait double parcours et du coup, on en a 30 par séance à chaque fois, quoi. Donc ça, c'était un petit conseil. Maintenant, je sais qu'on n'a pas tous la place qu'il faut et les bras parce que physiquement, c'est épuisant, vraiment épuisant. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'entourer de bénévoles et même des parents que vous pourriez trouver qui attendent à la sortie de la salle et puis qui viennent nous aider parce que vraiment, c'est épuisant. Et ensuite, alors Geoffroy, je t'avais envoyé la petite affiche. On a essayé de créer un espace jeune au sein de la fraternelle qui fonctionne plutôt pas mal. On s'est dit que les adolescents en ce moment s'ennuient un petit peu à la maison. Enfin, c'était il y a un mois, je dirais maintenant, mais ils sortent pas, enfin voilà. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de les impliquer dans le club et qu'on allait leur confier des missions. Donc du coup, on a créé une petite affiche avec un formulaire pour qu'ils puissent s'inscrire et on a proposé des missions dedans. Donc ça peut être de nous aider à faire des portes ouvertes, à faire Louviers-Plage, à créer des événements pour l'année prochaine, mais spécialement pour les adolescents, parce qu'on sait que c'est une tranche d'âge qu'on perd tous les ans. Donc si on arrive à les impliquer en amont dans le club, peut-être que eux auront des bonnes idées pour nous aider à les garder et surtout ils pourront impliquer des copains, des copines et nous ramener du monde. Pour nous aider aussi à faire les stages vacances ou les animations qu'on fait d'habitude, donc Halloween, Noël. On a tous des enfants qui aiment bien créer des chorés, donc on leur a proposé aussi de s'investir sur le gala, donc pas cette année, mais l'année prochaine. Et ça a plutôt bien marché, on a recruté 15 jeunes comme ça. Alors plutôt des compétiteurs, faut pas se leurrer, mais il y a 2 loisirs quand même. Ils se sont mises dans l'espace jeune. Et derrière ça, elles ont du coup maintenant des missions. Et donc j'en ai 2 qui, par exemple, me gèrent le TikTok de la frat. Donc je vérifie un peu ce qu'elles font, mais c'est elles qui créent des défis, qui créent des challenges.
et puis qui me font mes montages et puis qui s'occupent de tout ça. Donc ça marche plutôt pas mal et puis ça prend pas beaucoup de temps et ça nous fait des aides. Donc voilà. Vous m'arrêtez si je parle trop vite parce que généralement je parle trop vite. Et ensuite, après ça, faut finir la saison. Donc, on s'est vu hier avec l'équipe, c'est essayer de prévoir, imaginons qu'on reprend au 19 mai, qu'est-ce qu'on fait? Alors en mai, ça va être un peu plus compliqué, mais en juin, en juillet, qu'est-ce qu'on met en place pour les adhérents qu'on a, pour les inciter à revenir, mais surtout pour marquer la fin de la saison et les faire re-signer dès septembre. Alors nous, on est parti sur le passage de l'Access. On va quand même le mettre en place. On va le faire sur les séances habituelles des enfants. Et puis, comme on va normalement, je touche du bois, avoir le droit au public en juin, on va faire groupe par groupe un temps où un parent pourra rentrer dans la salle et voir l'enfant. Comme ça, les parents vont revenir, revoir la salle, voir leur enfant faire un tout petit peu de gymnastique. Et puis l'enfant va finir la saison avec un petit bracelet et un petit poster. Donc comme ça permet de marquer un peu cette fin de saison et de lui permettre de repartir avec quelque chose. Alors pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous adresser à vos comités. Je crois et Sacha, vous me corrigerez, mais il me semble que c'est offert pour les clubs, normalement, tout ça. Donc ça ne nous coûte rien. On peut le mettre en avant dans le PSF. Alors, bon, vous avez plus jusqu'à demain pour faire votre demande, mais on peut le mettre en avant dans le PSF. Et puis, comme ça, les enfants vont repartir avec quelque chose et ça ne vous coûte pas grand-chose parce que finalement, vous pouvez le faire sur votre séance. Vous pouvez tous leur faire passer le blanc, c'est pas compliqué. Et puis voilà, vous marquerez un peu votre fin de saison et ils repartiront avec un petit quelque chose dans les mains. Pour le gala, je ne sais pas ce que vous avez imaginé, mais nous, on a pensé que c'était un peu dommage de faire un gala puisqu'on n'a pas fait de gym. Donc, parler de gym à la fin de l'année, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on va plutôt partir sur une kermesse géante avec des jeux dedans, des jeux dehors qui seront adaptés pour les petits, pour les grands. Et puis, comme ça, ils vont venir. On va passer un temps tous ensemble. Tout le monde aura le masque, comme ça, on risque rien. Et puis, à la fin, on pensait demander au bureau d'imprimer des petits autocollants de la FRAT, par exemple, ou des choses comme ça. Et pareil, ils repartiront tous avec un autocollant, avec quelque chose du club, pour qu'ils se souviennent de nous avant de repartir, et puis peut-être leur dire revenez en septembre, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour les adhérents qu'on a déjà et qu'on voudrait garder. Et après, pour ceux qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir l'année prochaine, je me suis beaucoup rapprochée de la ville. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant parce que j'avais pas eu le temps. Et finalement, je les ai contactés là et avec le contexte, ils sont ouverts à toute discussion pour nous aider à relancer l'activité. Donc du coup, on va essayer d'aller sur les marchés, par exemple, de la ville et de faire des petites animations tous les samedis matins pour promouvoir l'activité. On va faire Louviers plage et au-delà de ça, ils vont nous aider à communiquer sur nos portes ouvertes qu'on organise tous les ans. Et j'ai jamais pensé à leur demander, mais du coup, là, ils sont d'accord pour nous faire un petit encart dans le journal de la ville, faire un encart sur le site de la ville et aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, je pense qu'avec le contexte actuel, on peut demander à toutes les municipalités, je pense, de faire ça. Et ça leur coûte pas grand-chose et j'imagine qu'ils vont vous soutenir, enfin j'espère. Donc voilà un peu pour nous, là, tout ce qu'on a prévu et tout ce qu'on va essayer de faire avant la fin de la saison et pour repartir correctement la saison d'après. Super, ça fourmille d'idées. Préparez vos petits canards en juste au corps pour la kermesse géante. En tout cas, c'est bien construit parce qu'on voit que l'ensemble des publics est couvert. C'est-à-dire que ça va de la baby gym en passant par les ados, en pensant au gym d'aujourd'hui et puis les potentiels gyms de demain aussi. Voilà, ça n'oublie personne. Donc j'espère que ça vous aura donné plein d'idées possibles de votre côté à pouvoir exploiter sur le club. En tout cas, moi je note deux points importants. C'est pour garder la motivation au sein du club, que ce soit avec les entraîneurs ou avec les gyms, c'est de se mettre en mode projet. Voilà, c'est ne pas se lâcher dans son coin pour faire de la couture, mais aussi garder du lien en pensant à se mettre dans des projets et ça permet de rester engagé et motivé pour tout le monde. Ce que j'ai noté aussi
de particulier aussi, c'est d'avoir réussi à impliquer des jeunes dans les projets, c'est-à-dire aussi des adhérents dans les projets, pas uniquement les entraîneurs ou les dirigeants. Donc ça offre une nouvelle dynamique, ça peut être intéressant. Et puis, ce que tu as évoqué sur la fin aussi, le fait de ne pas oublier de se mettre dans son réseau de partenaires. Alors, il y a la municipalité, mais en fonction de vos contextes, il peut y avoir la Comcom, ou peut-être regarder aussi, même à l'échelle de son département, il y en a des fois qui aident d'une manière ou d'une autre. Enfin, et puis, ou de regarder aussi ses partenaires privés, hein. Peut-être des fois, il y a des commerçants ou autres autour de vous qui peuvent vous amener des choses. Ou amener des choses mutuellement. Donc, se mettre dans son réseau de partenaires, aujourd'hui, ça a aussi beaucoup de sens. Est-ce qu'il y a par rapport à ce qu'on a vu ce matin, que ce soit par rapport à ce que vient d'évoquer Noémie ou par rapport aux interventions d'Alexis, de Pierre, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des choses que vous souhaitez exprimer aujourd'hui? Alors, s'il n'y en a pas, j'ai oublié quelque chose, c'est les défis que propose aussi Sacha sur la page Facebook. Il y en a un en cours. Et moi, je l'ai utilisé pour les séances en extérieur et du coup, on l'a fait faire aux enfants pendant les séances en extérieur. Ça fonctionne super bien. Alors, quand leur demande de le faire à la maison, j'ai pas eu de retour. Par contre, les filmer en direct à la salle, alors Sacha va vous réexpliquer le principe du défi, mais quand on le fait dehors à la salle, ça a super bien marché. Ils sont contents de passer devant la caméra. Et du coup, j'ai carrément fait un atelier spécialement juste pour le défi de la région. Donc, voilà. Oui, merci Noémie. Effectivement, on a créé une page Facebook, donc c'est un groupe privé. Hein, donc voilà, si vous voulez rassurer vos adhérents, c'est un groupe privé où on va lancer plusieurs défis. Donc là, effectivement, il y en a un en cours. On n'en a pas proposé d'autres pour l'instant parce que il y a un montage à faire. Donc on vous laisse le temps de faire le montage. Mais l'idée, c'est voilà, que chaque adhérent ou chaque groupe se passe un objet représentatif de votre club. Donc, voilà, n'hésitez pas à voir la vidéo. Et puis voilà, ça permet, comme le disait Noémie, d'alimenter vos séances, mine de rien. Et puis, je pense que c'est quelque chose d'assez fun, entre guillemets, à faire. Donc voilà, hein, il y a une mise en place de lots pour les gagnants. Donc voilà, je vous invite effectivement à le faire. Et le deuxième défi va être lancé la semaine prochaine. Super, bah, s'il y a pas d'autres questions pour ce matin, ou alors il est encore temps, merci à nos intervenants d'avoir échangé ce matin avec nous et d'avoir fourni vos témoignages et les bonnes idées. J'espère que ça aura amené de la motivation aussi pour ceux qui nous suivent ce matin. Et puis, bah, vous pourrez retrouver cette vidéo dans le replay sur la chaîne YouTube Gymplay Normandie, avec également les documents d'Alexis là, sur les questionnaires que vous pourrez télécharger et utiliser. Et puis, il l'a repartagé dans la discussion, donc vous pouvez même le télécharger tout de suite en direct, mais on le mettra quand même pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce matin avec nous. Et puis, les cahiers de vacances, hein, je vous ai remis le lien dans la conversation. Vous pouvez également les retrouver en téléchargement sur le site du comité régional. Et puis, le groupe privé Facebook dont a parlé Sacha également, qui est ouvert à tous les clubs. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite de bien préparer vos salades pour ce midi. Et on se retrouvera pour une prochaine édition du Morning Coach. On essaiera d'en refaire une autre avant l'été, avant la trêve de l'été. Bon courage à tous, restez motivés et à bientôt. À bientôt.